Bonjour, bonjour. Ah, une personne. 3. Laurent Zerbib, salut. Brigitte Criet, Paul Blanc. Comment ça va, Paul Blanc? J'ai vu que vous étiez dans Sceptique ce matin. J'ai vu un post à vous très sceptique. Ça m'a étonné, mais bon. Nathalie News, Ariane Taillet, ma copine, comment vas-tu, Ariane? Tu es pas à Deauville? Quel temps il a fait d'ailleurs? Pour celui qui est à Deauville, il nous dit quel temps, parce que ici c'était un enfer. Cette journée était... ça me rappelait la tempête en 2000, je crois, ou je sais plus quand. Salut Pierre-Élie, comment vas-tu? Peggy, comment vas-tu? Peggy Changeman, ma copine, comment ça va? Comment va ta fille? Antayeb. Paulette Naoum, bonsoir. Cadeau Pro, salut. Cadeau Pro vient de partager sur le groupe. Pour ceux qui me suivent, là je suis sur ma... Salut ma cousine Lucille, comment vas-tu? André Besseilou, mon frère. Pierre Zeytoun, alors Pierre Zeytoun, bravo. Pierre Zeytoun, aujourd'hui, tu m'as épaté. D'habitude, c'est des promenades au bord de... tu fais des balades en montagne et tu fais de la randonnée. Aujourd'hui, Pierre Zeytoun, en petit maillot, dans l'eau, à Eilat, sous le soleil, qui nous montre les gens qui se baignent. Enfin bon, pas tout le monde s'est baigné, là, l'eau est encore froide à Eilat. Mais enfin, à la plage, en maillot, il nous a montré les plages de Eilat. Alors, je croyais que les gens en Israël étaient confinés, pas du tout. Eh ben non, voilà, et ben à la plage. Bravo Pierre, ça m'a fait plaisir. En plus, tu m'as passé un petit bonjour. Ouais, ça change de randonnée, hein. On va laisser les gens arriver un peu. Cadeau Pro, salut, c'est partagé. Je sais, j'ai vu ton nom. Evelyne Taillet, bonsoir. Torza Hélène, ma cousine, comment vas-tu? Ça va, cousine? Anna Aziza, salut. Betty Savant, Manou de Marseille. Comment vas-tu, Betty? Ah, ça me rappelle les Noël. On a passé quelques Noëls ensemble. Je pense que j'étais à Marseille. Avec Michel Halimi. Très sympathique. Marseille, c'est une ville magnifique, Marseille. C'est une ville que j'adore. J'ai passé 5 ans à Marseille. Katia Sidbon, salut. Bonne fête de Noël. J'ai commencé la Sicile. La Sicile à Noël, ça va être magnifique. Je viendrai une année chez toi passer le Noël. Ouais. Katia, elle est en Sicile. Sa mère vit en Sicile maintenant. Mandy Gabay, salut. Comment ça va, Mandy? Shabbat Tov. Ça va, Mandy? Carole Benichou. Ah, je croyais que c'était ma femme qui regardait. Alors, êtes-vous vraiment pour? Pourquoi Paul Blanc? La voisine de mes parents à Bounawas dans les années 70. Pourquoi? Je sais pas. Pour le vaccin, contre le vaccin, je vous dirai de toute façon. Alfred Gell, salut, comment vas-tu? Ça va, Alfred? Alors, si vous êtes à Marseille, vous avez besoin d'un docteur généraliste, Alfred Gage. Allez-y, extra. Deep Sleep, salut, comment vas-tu? Deep Sleep. Maxime Elbaz, notre ami spécialiste de sommeil. Martine Benaïs Besnailou, une cousine aussi. Einouz, Benaïs, Besnailou, tout ça c'est la même famille. Boujna Thierry, c'est ma sœur en fait. C'est pas Boujna Thierry, c'est Marie-Claude, ma sœur qui regarde.
On m'a dit Dubaï, c'est un peu n'importe quoi. Bah, aujourd'hui, j'ai une copine qui m'a envoyé, je dirais pas qui m'a envoyé une vidéo de Dubaï où ils ont fait une espèce de croisière. Alors, je te dis pas, ils étaient tous en torse nu, pas de masque. Ils étaient tous dans une espèce de bateau en train de se balader dans, je sais pas si c'est la mer ou quoi. Enfin, il y avait aucun respect des distanciations, aucun respect des masques, aucun respect de rien. Alors, je sais pas comment ils vont revenir de Dubaï, mais moi, ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai vu à Dubaï aujourd'hui. Bon, c'était magnifique. Attention, les gens avaient l'air de s'éclater, mais je pense que vraiment, il faut être sûr de ne pas l'avoir et de ne pas être fragile quand tu pars à Dubaï. Parce que Jacqueline Suez, salut, on s'est vu hier, bonjour, comment ça va? Dubaï, donc pour revenir à Dubaï, faites attention à ceux qui vont à Dubaï. Les Dubaïs font très attention, mais les touristes ne font pas très attention. Et c'est pour ça que je pense que les Israéliens ont eu beaucoup de problèmes quand ils sont revenus de Dubaï. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de positifs à cause de ça, parce que une fois qu'on est en vacances, c'est ce que je vous ai toujours dit, quand vous êtes en vacances, eh ben en vacances on oublie tout, hein, c'est comme la chanson, ne veut rien faire du tout, mais ne rien faire du tout, c'est aussi ne pas porter de masque et ne pas respecter les distanciations. Donc si vous y allez, faites attention. Voilà. Michel Bensadoun, bonsoir. Très bien ta vidéo avec Bahir, avec le biologiste, très intéressant. Dinaj Cohen-Koubi, si vous avez besoin d'une nutritionniste, vous avez besoin de renforcer vous renforcer contre le stress, vous allez la voir, très sympa, Nina Koubi. C'est ma voisine, rue Daru. Bon, ben on va bientôt commencer, parce que j'étais un peu en retard aujourd'hui. Je suis à Farid Bourgueba, salut, comment ça va? Qui est spécialiste du sommeil? Moi, je suis spécialiste du sommeil. Et moi, je suis spécialiste du sommeil, mais on a dans le groupe Maxime Elbaz, qui est un grand spécialiste du sommeil. Il est docteur en sciences et très intéressé par le sommeil, il fait beaucoup de sommeil. Voilà, Pierre Zeytoun, le 3e confinement commence ce soir en Israël. Voilà, c'est pour ça que tu étais à la mer aujourd'hui. Alors, de quoi je voulais, bon, les 400 personnes, je crois que c'est pas mal, hein, déjà 400 personnes. Je pensais pas que pendant les vacances, on serait 400. Et ben voilà, on est 400, c'est l'indispensable. Hein, je ne lâche pas pour l'indispensable ceux qui veulent acheter les attrapes masques, c'est magnifique, je le porte tous les jours et j'en suis très content de cette attrape masque. Alors vous joignez l'indispensable et vous pouvez acheter chez elle un attrape masque. Françoise Robibo, salut, comment ça va? Je crois qu'on va rester toute l'heure à parler, à dire bonjour, hein, parce qu'aujourd'hui il y a tous les copains qui sont là. Comment ça va? Jade Besnenou Makouz, ma petite nièce, Philippe Savant, oh là là, Philippe Savant, alors un ami, quel ami, magnifique. Je crois qu'on va rester à parler que de ça, on va se dire bonsoir, et puis on va pas laisser un peu Sandrine la Tahitienne, comment ça va? Elle va bien? Eh ben c'est sympa, voilà, il y a tous les copains qui sont là, ils sont tous là, et donc ça y est, en Israël ils sont en confinement, Dubaï, les touristes croient qu'ils sont immunisés, ben oui, c'est un vrai problème Dubaï. Bon, il y a le Maroc aussi, on va voir comment ils vont revenir de Marrakech. Moi, mon fils Maxime est à Marrakech, ma petite nièce part à Marrakech, enfin ils sont tous à Marrakech, et puis je sais pas comment ils vont revenir de Marrakech. Moi je suis un peu inquiet de cette histoire de Marrakech. Bon, on verra bien. Allez. Alors, de quoi je voulais parler? Alors, vous avez vu dans cette semaine dans le groupe, mais il n'y a pas seulement que dans le groupe, c'est de la folie en ce moment, l'histoire. Les gens, ils en ont marre. Voilà. En fait, la réalité, c'est que les gens, ils en ont marre et ils commencent un peu à perdre pied dans cette épidémie qui n'en finit plus. Et j'ai vu cette semaine, il y a Rudy qui a un peu agité le groupe avec des posts un peu limites parfois. Donc il a demandé, est-ce que vous croyez que Perron, est-ce que le gouvernement a bien fait de démettre Perron de ses fonctions? Il a demandé, est-ce que le complotisme existe dans ce virus? Enfin, il a posé des posts un peu limite pour que les gens réagissent et on voit un peu ce qui se passe. On a vu que dans le groupe, mais déjà je l'avais vu avant, hein, parce que j'avais vu que l'ambiance était montée dans le groupe et que les gens sont de plus en plus à bout.
Et je me suis dit, en fait, ce groupe, vous savez, nous sommes à peu près 27 000 dans le groupe, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est le reflet de la population générale. Ne croyez pas que on a le concentré des complotistes, ou les concentrés des sceptiques, ou le concentré des suiveurs, ou tous les bénis oui-oui. On a de tout dans le groupe. Notre groupe, il reflète en fait la majorité il reflète en fait la population nationale, voire internationale. Et donc, dans notre groupe, on a de tout. On a ceux qui croient pas, ceux qui sont contents, ceux qui sont pas contents, les râleurs, les optimistes, les sceptiques. On a de tout. Et donc, il faut faire avec un groupe. Il faut rester dans la bienveillance. Il faut rester dans l'acceptation de l'autre. Moi, je veux bien que vous soyez pour le vaccin, contre le vaccin, Nous, on essaye de rester neutre. Nous, on essaye de donner des informations, on essaye de donner des choses objectives, mais il faut que vous, de votre côté, vous restiez cordiaux. J'ai vu des réactions, pas des invectives, mais même des réflexions qui m'ont pas plu cette semaine dans le groupe. C'est pas normal. Moi, je veux bien, vous savez, on est tous à bout. Même moi, j'en ai marre, vous pensez bien, depuis le mois de mars, on est là, on fait que ce que je vous l'ai dit la semaine dernière, métro, boulot, manger, dodo, boulot, dodo, manger. C'est de la folie, c'est vrai qu'on en a marre, moi j'ai l'habitude de voyager, je voyage à peu près, en temps normal, je fais 10-12 voyages par an, parce que je vais partout, dans des congrès, des choses comme ça. Et là, cette année, je n'ai pas bougé. Figurez-vous qu'en mars, quand c'est arrivé, j'avais mon billet d'avion pour aller à Moscou pour un congrès, on n'a pas été, ça a été annulé. Bon, donc on est tous à bout, et moi le premier, on est à bout. Mais quand même, il faut rester froid et objectif, et surtout, il faut rester courtois, surtout dans ce groupe. Mais ce groupe, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le reflet de la population. Ne croyez pas que nous sommes à part, ou que nous sommes un groupe. Nous sommes un groupe comme tant de groupes, mais dans notre groupe, on a quand même le respect de l'autre, et puis il n'y a pas une idée majoritaire. Donc il faut accepter que les gens n'aient pas votre idée, et il faut accepter que les gens n'aient pas vos opinions. Donc alors, je me suis dit, pourquoi dans notre groupe il y a ça et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Donc j'ai cherché qu'est-ce qui se passait ailleurs et pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, est-ce que nous on est vraiment le reflet de la population? Ben j'ai vu, donc j'ai cherché des articles ou des interviews, des choses comme ça, où on parlait de ce complotisme justement. Et j'ai vu qu'en fait, cette histoire de Covid, elle a fragmenté des familles, des amis. Il y a vraiment des réactions très, très, très bizarres. J'ai par exemple une dame, une certaine Delphine, 43 ans, qui travaille qui est fonctionnaire territorial à Bordeaux. Elle raconte dans un interview à France 3. « Il faut que je fasse le deuil de ma mère », elle dit. « Je n'y arrive pas, ce n'est pas facile. Mais sa mère... » Moi, je croyais qu'elle était morte du Covid. Pas du tout. Comme des centaines d'entre eux, elle confie son désarroi. J'ai perdu ma mère. Je ne sais plus qui elle est. C'est une inconnue qui me cache des choses. Ça m'effraie. C'est irréel. Sa mère, de 70 ans, a basculé dans le complotisme. Donc, vous voyez bien que la mère et la fille ne se comprennent plus. La mère de Delphine est convaincue que le virus a été créé sciemment et que les tests de dépistage servent à inoculer la maladie. Non mais vous vous rendez compte, ça veut dire... Les tests servent à inoculer la maladie. J'ai fait tester mon fils sans le dire à ma mère, car j'ai eu peur qu'elle ne s'énerve. Donc la mère conseille à sa fille de quoi? De faire des stocks de boîtes de conserve. La mère a retiré son argent, mais c'est écrit dans un article, hein, c'est pas, je vous invente pas, elle a retiré son argent de son compte en banque, sûre que l'effondrement du système économique va suivre la crise sanitaire. Je me demande où ça s'arrêtera. Ça, c'est la fille. On s'est énormément disputé, j'ai passé des soirées à pleurer. C'est un vrai mal-être pour toute la famille, ça nous bouffe. Donc, vous voyez... Le groupe, ça reflète le monde. Quand vous invectivez, quand vous Rudy parle de complotisme et que les gens vont... Mais c'est rien ce qui se passe dans le groupe. Regardez, la famille ne se parle plus. Elle a l'impression d'exister, de faire quelque chose, d'être important, parce qu'elle dit, elle pense qu'elle a la vérité, que nous, on ne comprend rien et qu'on ne sait rien. Donc, vous voyez, des gens, ce virus rend fou.
C'est pas que cette dame est devenue folle. Elle est rentrée dans une théorie spéciale dans sa tête. Je ne la critique pas, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans... Mais le fait est tel que ne s'appelle plus à sa fille. Mais c'est pas la seule. Dans cette même émission, il y a d'autres, une autre. Anne. Elle a fait son deuil. De quoi elle a fait son deuil? J'ai perdu mes 2 meilleurs amis. Cet enseignant à la retraite de 65 ans a été pas mal secoué par une coupure radicale avec ses 2 meilleurs amis de très longue date. À partir du premier confinement, la première a fait sienne des thèses complotistes ciblant Bill Gates, Big Pharma, et la seconde a rejoint les partisans de Didier Raoult. Mais moi je veux bien. Moi j'accepte. Je suis contre Bill Gates, je suis avec Didier Raoult pour Péronne, contre Péronne. Que vous ayez l'idée que vous vouliez, on s'en fout. Mais où est le problème pour cette femme? Elle n'a pas supporté d'être inondée par l'une d'elles de documents et de textes à accent complotiste. Un jour, elle lui dit, il faut que tu t'arrêtes. C'est-à-dire que vous ayez une idée, que vous soyez pour Raoult, pour Péronne, pour Big Pharma, contre l'un, contre l'autre, pour moi, contre... On s'en fout. C'est votre idée, c'est votre affaire, ce n'est pas la nôtre. Mais vous n'avez pas à inonder les autres de vos messages. J'en vois une dans le groupe, elle dit le vaccin, c'est de la sorcellerie, mais bon, ça va, pensez-le vous, mais c'est pas la peine de le dire à l'autre. Que vous vouliez convaincre, d'accord, mais pas au point de perdre vos meilleurs amis. Quand même, il y a un moment où il faut... vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous avez le droit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vie, mais n'allez pas embêter vos amis, vos copains, vos groupes, vos amis sur Facebook, envoyer des messages. Moi, j'ai des copains qui m'envoient des messages toute la journée. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense rien. Au début, je leur répondais, maintenant, je ne leur réponds plus. Il y a tellement d'informations dans ce Covid, il y a tellement de nouvelles, il y a tellement de trucs. Oh, qui est le bon, qui est le mauvais, où est la bonne information? Vous ne le savez pas. Mais moi, je ne le sais pas. On ne sait pas. Peu importe, gardez vos idées pour vous. C'est pas la peine d'inonder vos amis, vos frères, vos mères, vos pères, de tout ça et de vous fâcher avec eux. Alors, un jour, je lui dis, il faut que tu t'arrêtes. Depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Anne aussi cherche une explication. On est tous tendus, crispés, émotifs à cause de cette pandémie. Je pense que ça a amplifié quelque chose. On est dans une période où elle a raison, cette femme qui dit qu'elle a perdu ses amis. On est dans une période où tous les repères sont bousculés. Donc vous voyez comment, quand vous êtes complotiste ou pas complotiste, quand vous avez des idées qui vous sont les vôtres, vous ne convaincrez personne. Parce que l'idée que quelqu'un se fait, ne se fait pas, je vous l'ai dit 100 fois, ne se fait pas seulement sur... nos réflexions sont l'aboutissement de toute notre vie. C'est l'aboutissement de notre culture, de notre environnement, de notre éducation, de nos connaissances intellectuelles, de nos connaissances scientifiques, de la confiance qu'on peut avoir des gens. Parce que tout ça oriente vers la lecture, vers tel ou tel message. Vous savez, on a tous nos idées. Vous ne convaincrez personne. Moi, je ne convainc personne. Je n'essaie pas de vous convaincre. Je dis ce que je vais faire moi. Je ne dis pas ce que vous devez faire vous. Vous faites comme bon vous semble, vous êtes vous. Vous avez votre histoire, vous avez vos connaissances, vous avez votre passé, et vous choisissez pour votre futur. C'est à vous d'être grand et d'être... Moi, je ne peux vous donner que des faits médicaux et rapporter des faits médicaux. Il y a une autre Rosie. Oui, j'insiste aujourd'hui sur ça, sur cette thèse complotiste. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas... que quand vous devenez radical, vous cassez des liens avec les gens. C'est pour ça que je vous parle de ça. Pour Rosie aussi, une amitié précieuse s'est brisée. Dans son village du Doubs, tu penses que dans le Doubs, il y a pas beaucoup de gens. Et dans le village, elle s'est trouvée, cette mère de feuille de 37 ans reste choquée que sa meilleure amie, qu'elle connaît depuis l'école primaire, ne lui adresse plus la parole depuis un mois. Car Rosie n'était pas sensible au discours de plus en plus extrême de son amie d'enfance. Elle n'a pas voulu réagir aux messages et aux vidéos que celle-ci n'avait pas cessé de lui envoyer. C'est ça le problème.
Que vous ayez vos idées, d'accord, mais que vous alliez envoyer des vidéos, convaincre votre copain, non, vous le convaincrez pas. Vous pouvez lui envoyer 1000 vidéos, il regardera la première, la deuxième, la cinquième, il ne regarde plus. Et il vous répond plus, mais alors de là à se fâcher. C'est un ami d'enfance qui est dans la même classe, dans un village du Doubs, il y a 15 personnes, ils sont obligés de se rencontrer, ils se fâcher. Pourquoi? On s'en fout de ce virus. Est-ce qu'il y a plus mieux qu'une amitié? Qu'à se partir ce virus, mais ça va, il vaut pas, il ne mérite pas qu'on se fâche pour ça. Rien ne vaut l'amitié, rien ne vaut la famille. Perdre sa mère à cause d'un virus, mais ça va pas la tête, non? C'est votre mère qui vous parle plus, pourquoi? Parce qu'elle croit que Raoul dit oui ou non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Raoul et du virus? Est-ce qu'il y a plus important qu'une mère pour sa fille? Mais vous vous rendez compte, comme les gens ont dérivé? Alors cette copine, cette femme qui continue, elle ne veut plus me parler, elle fait le ménage autour d'elle, elle coupe les ponts avec les gens, voilà. Elle lui dit, éteins ta télé, allume tes neurones. Tu vois pas comment ils sont allumés ces neurones, pour couper le pont avec tout le monde. Ben non, c'est pas ça la vie, je m'excuse. La vie, c'est le partage, la vie, c'est la bienveillance, c'est la tolérance. C'est pas se braquer dans une opinion et puis tous les autres sont des fous. Ou des ignorants, ou des idiots. Philippe Saban, là, qui regarde, je le vois, Philippe Saban, je contre le virus, mais qu'est-ce que tu en sais du virus, toi? Toute la journée, je le vois sur Facebook, ouais, le virus va nous tuer, mais toi, tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu dis alors que le frère de ton meilleur ami, il a passé 40 jours en réanimation? Mais comment tu dis le virus va nous tuer? Mais qui tu es pour dire ça? Qui te dit? Quelle est ta formation? Quelle est ta connaissance? Je le vois toute la journée. Mais non, arrêtez. Renseignez-vous, soyez objectifs. C'est pas possible, il va nous tuer. Peut-être qu'il va nous tuer, mais réfléchissez, vous y êtes pas. On a le temps de voir ce qui va se passer. En France, ça va toujours doucement. Vous ne serez pas les premiers à vacciner, rassurez-vous. Le temps que le vaccin, vous avez vu la première à Dijon, on en a fait une télévision pour une personne. En Amérique, ils sont à 95 000. Et en Israël, ils sont à 10% de la population. Donc n'ayez pas peur que le temps que viendra à nous, le vaccin, n'ayez pas peur que vous aurez le retour de 300 ou 500 000 personnes. Parce que les autres pays, ils n'attendent pas. Vous savez, 99% des Chinois sont pour le vaccin, ils n'attendent pas, hein. 90% des Chinois sont pour le vaccin, 99% des Vietnamiens sont pour le vaccin, 90% des Indiens sont pour le vaccin. Il y a que les Français, ils sont à 44%, derrière nous, il y a les Croates. Et les Serbes, ils sont à 32%. Mais les autres, ils vont se faire vacciner, puis on aura le temps, on va voir ce qui va se passer. Non, ne criez pas, non, tout vous savez. Attendez, on va voir. Patience. On va analyser les choses et on fera ce qu'il faudra. Bien sûr, il faut être positif, a priori, il faut le faire. A priori, il faut le faire. Maintenant, on va voir. L'allergie, qu'est-ce qu'il doit le faire? L'immunodéprimé, est-ce qu'il doit le faire? L'immunodéprimé, est-ce qu'il doit le faire? On verra. Les études vont sortir, les gens vont venir. Non, ne vous gardez pas billet en tête. Oh, non. On ne sait pas. Voilà, je me suis un peu énervé, mais bon, voilà, c'était parce que vraiment cette histoire de complotisme, essayez pas de convaincre les autres. Gardez vos idées et n'essayez pas de convaincre les autres. Gardez vos idées, réfléchissez, vous avez raison de réfléchir. Il faut réfléchir, on n'est pas des moutons, on a un cerveau, Dieu nous a fait un cerveau pour réfléchir, c'est ce qui nous différencie du reste du monde animal. On doit réfléchir. Mais quand vous réfléchissez dans cette situation difficile, n'embarquez pas les autres, laissez-les faire. Chacun fait ce qu'il veut, chacun comme il veut, toujours comme avec son histoire, ses connaissances et tout ça. Alors d'où est venu ce problème du complotisme? Pourquoi il y a ce problème de complotisme depuis le début? Pourquoi? Comment c'est arrivé tout ça? Parce que depuis le début, il y a un péché originel. Le péché originel, vous savez l'histoire du péché, la manger la pomme et la truc. Le péché originel, c'est ça. C'est quoi? C'est qu'on ne sait pas d'où est venu ce virus. Au mois de mars, quand cette histoire, on a identifié le virus, le problème c'est qu'on n'a pas su dire d'où il venait. Donc déjà à l'époque, il y a eu un doute sur l'origine du virus.
On savait bien sûr qu'il venait de Chine, il n'y a pas de doute qu'il vienne de Chine. Il vient de Wuhan, puisque c'est dans le marché de Wuhan. Mais l'origine réelle, on ne sait pas. Eh bien, figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que on a le mécanisme qui dit les chauves-souris, le pangolin dans le marché de Wuhan, ça tient pas tellement la route. Pourquoi ça tient pas tellement la route? Alors moi, je suis pas un virologue, donc moi je suis obligé de me référer à ce que dit le virologue Étienne de Crolly. Ce virologue qui est un directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de microbiologie et de macromolécules biologiques, membre de la Société française de virologie. Il travaille, c'est vrai, avec le professeur Raoult. On va me dire, ah, il est complotiste, il est Raoult. Bon, il faut bien se référer à un virologue. Il y a un virologue qui parle. Je ne veux pas dire que faut prendre un virologue qui a un neutre. J'ai pris celui-là, pas parce qu'il est avec Raoult, j'ai pris, parce qu'il explique, j'ai trouvé que son explication au niveau de l'origine du virus, qui est le péché originel, je vous le dis, tout ce qui arrive dans l'histoire du complotisme, à mon avis, ça vient du péché originel, parce qu'on ne sait pas. Alors, ce virus, on nous a dit, le virus, il est parti de la chauve-souris qui était dans la grotte, la chauve-souris, elle a passé au pangolin, et le pangolin, il a dans le marché de Wuhan, il s'est développé et des trucs. Sauf qu'il y a un problème. Plus qu'un problème, il y a de nombreux problèmes. Tout d'abord, les chauves-souris qui ont été identifiées avec ce virus, les échantillons de ce virus dans les chauves-souris ont été recueillis à Yunnan, et non pas à Hunan. Yunnan, non pas Wuhan. Alors, les échantillons de ces chauves-souris ont été recueillis à Yunnan. Et Yunnan, il est à 1500 km de Wuhan, où a éclaté la pandémie. Donc déjà, on dit que c'est d'origine de la chauve-souris, oui, mais ils sont quand même à 1500 km. Et la chauve-souris, vous savez, elle ne va pas faire 1500 km pour aller de là. Et surtout, il y a aussi une autre raison, c'est que pour des raisons d'écosystème, la chauve-souris et le pangolin, ils n'évoluent pas dans le même écosystème. Et on se demande comment la chauve-souris a pu rencontrer le pangolin. Et ils sont vraiment très différents, ils évoluent de manière très différente, hein, il est dans les grottes, l'autre est dans les arbres, c'est pas du tout, ils évoluent pas de la même manière, et donc on se demande à quelle occasion le virus a pu passer de la chauve-souris au pangolin. En plus, on note que le taux, quand on identifie le virus chez le pangolin, on a vu que la ressemblance entre le virus du pangolin et le virus de l'être humain, il est qu'à 90%. Alors que quand on avait eu le SARS, dont l'origine était la civette, la comparaison atteignait 99% d'identité entre le virus de la civette et le virus de l'homme. Tandis qu'entre le virus du pangolin et le virus de l'homme, c'est seulement 90%. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'origine de ce virus. C'est pour ça qu'il faut remonter, parce qu'on parle aujourd'hui de la théorie du complot, je remonte à l'origine. Et l'origine, c'est vrai qu'il y a un doute. Donc, étudier l'origine du SARS, c'est une démarche scientifique qui ne peut être assimilée à une thèse complotiste. C'est évident, puisque il faut quand même savoir, si on veut comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, comme on n'a pas trouvé un hôte intermédiaire, parce que on n'a pas trouvé en fait l'animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Donc on cherche des théories. Alors, on cherche comment ça a pu passer de l'un à l'autre. Alors, la première théorie, c'est que c'est passé de la chauve-souris à un autre animal et de l'autre animal à l'homme. Pour l'instant, on cherche cet animal. On ne l'a pas trouvé. Donc,
c'est la première théorie, ça serait pas le pangolin, ça serait un autre animal. Il faudrait trouver un autre animal où le virus est avec 99% de ressemblance avec le virus de l'homme. La deuxième théorie, c'est qu'il y a une mutation d'un ancien virus, qui serait par exemple un ancien coronavirus, qui avec le temps est muté, et qui se serait transformé en coronavirus, en Covid-19. C'est la deuxième hypothèse. Et la troisième possibilité, c'est que des scientifiques aient isolé le virus de la chauve-souris en collectant ces virus, qui se seraient adaptés à d'autres espèces et qu'ils se seraient ensuite échappés du laboratoire. C'est une possibilité. Donc il y a trois possibilités de la naissance de ce virus. Soit il y avait la chauve-souris, un hôte qu'on n'a pas trouvé parce qu'on suspecte que c'est pas le pangolin, puis l'homme. Soit c'est un ancien virus, un ancien coronavirus qui serait transformé jusqu'à devenir celui-là. Soit alors, mais si c'était le cas, cette deuxième hypothèse, ils cherchent en ce moment, les scientifiques, ils sont en train de prendre les autopsies des gens qui sont morts il y a 6 mois, 8 mois, 1 an, non, 6 mois, 1 an, avant mars dernier, pour voir s'ils retrouvent un virus qui ressemble au Covid-19, déjà à cette époque. La troisième possibilité, c'est que ce soit un virus qui s'est échappé du laboratoire et qui soit parti, qui s'est retrouvé dans le marché de Wuhan et que ça soit développé de la part du Wuhan. Ce qui confirme qu'on ne connaît pas encore cette origine et ce qui confirme ce que dit ce virologue, c'est qu'en janvier, l'OMS va envoyer 10 éminents scientifiques en Chine. Donc vous voyez que l'OMS aussi n'a pas lâché l'histoire. Elle-même, elle doute encore. Donc c'est vrai qu'il y a un doute originel. Donc elle va envoyer 10 éminents scientifiques choisis par l'Organisation mondiale de la santé qui se rendront en Chine pour tenter de remonter aux origines du virus et comment il s'est transmis à l'homme. Une équipe internationale de scientifiques chargée de remonter aux origines du Covid-19 se rendra en Chine en janvier et va explorer toutes les pistes. Mais ils ne cherchent pas à désigner un coupable. L'OMS, c'est la Chine et ils ont peur, hein, donc ils ne cherchent pas à désigner un coupable. Les réunions que nous avons eues, tout ça vous le trouvez dans le site de l'OMS, hein, c'est ce que je viens de vous lire, c'est dans le site de l'OMS, hein, je n'ai rien inventé, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Hein. Les réunions que nous avons eues jusqu'à présent avec les collègues chinois ont été très productives et très bonnes. Et mon impression pour le moment est que les Chinois au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la population, veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, déclare Fabian Lanzet de l'Institut de Robert Koch en Allemagne. Vous savez, Fabian Lanzet, c'est un des patrons de la lutte anti-Covid en Allemagne qui avait si bien marché, mais je vais vous en reparler de l'Allemagne parce que vous voyez que malheureusement, bon. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Donc, pour ça, pour vous dire que voilà le péché originel. À partir du moment où une histoire commence sur un doute, tout va suivre sur un doute. À partir du moment où vous remettez le premier pas sur un doute, après, les masques, c'est un doute. Les antibiotiques, c'est un doute. La chloroquine, c'est un doute. Les antiviraux, c'est un doute. Les vaccins, c'est un doute. Tout devient un doute. Et c'est comme ça que des théories complotistes se sont développées. Parce que depuis le début, ça s'est mal parti. C'est mal parti et voilà. Et donc on est arrivé, on arrive malheureusement à ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'origine du virus, parce que je pense que c'était important, et c'est ce que je voulais vous dire pour les théories complotistes. Pour ce qui est du vaccin, en tout cas, quand j'entends que les gens ils disent le vaccin c'est de la sorcellerie, il y a quelqu'un sur le groupe, c'est 6 fois l'ami, c'est de la sorcellerie. Bon, je veux bien que ce soit de la sorcellerie quand même. Ça a été fait par des scientifiques, agréé par des scientifiques, validé par des scientifiques. Je veux bien que ce soit tous des sorciers, mais je pense pas. Donc il ne faut pas exagérer dans les propos.
Dites, je ne crois pas au vaccin, je me ferai pas vacciner, mais ne pas venir, c'est de la sorcellerie, on va nous induire, on va nous donner le sida. Comment on peut donner le sida en faisant un vaccin? Je comprends pas comment on peut pas d'un virus ARN, on va passer un virus sida, je comprends pas. Gardez des propos, en tout cas, si vous êtes dans le groupe, restez cohérent et bienveillant. Si là quelqu'un vous dit, je vais me faire vacciner, mais laissez-le, il va se faire vacciner, pourquoi vous lui dites non? Alors, est-ce que vous croyez, chez les médecins aussi, il y a un doute. Pour le vaccin, les gens parlent du vaccin, le vaccin. Mais chez les médecins aussi, hein, on a fait un questionnaire sur le... Moi, je fais partie d'un groupe de médecins internationaux qui s'appelle le GMED, où on est, je sais pas, 25 000 médecins dans le monde entier. Et il y a un questionnaire qui a été fait sur les Anglais, parce que vous savez que les Anglais ont été les premiers à valider le vaccin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, est-ce que vous ferez le vaccin ou non? Ils ont posé la question, donc ils font des petits sondages dans le groupe. C'est un groupe comme nous, mais c'est que des médecins internationaux. Et ils ont demandé aux Anglais, est-ce que vous allez faire le vaccin? Il y avait à peu près 3000 médecins anglais dans le groupe qui ont répondu. 70% des médecins sont prêts à recevoir le nouveau vaccin. 17% sont indécis et 13% ne sont pas disposés à prendre le nouveau vaccin. Donc vous voyez que même chez les médecins, il y a une discussion. La discussion n'est pas fermée, la discussion avance, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Mais les pour, ils disent pas au contre, vous êtes des idiots, et ceux qui sont contre au pour, vous êtes des crédules. Éteignez la télé et allumez vos neurones. Chacun a ses idées. Donc, vous voyez, dans les médecins, si vous êtes dans le doute, je vous comprends, même les médecins sont dans le doute. Mais essayez de comprendre, ne soyez pas catégorique, essayez d'être ouvert. C'est tout ce que je vous demande. De toute façon, vous savez, aujourd'hui, vous avez vu, le vaccin a commencé. Il n'a pas commencé qu'en France. Là, aujourd'hui, on a vu la dame dans un EHPAD à Dijon. Vous l'avez vu se faire vacciner, tout le monde était autour, c'était un grand jour, tout le monde applaudissait, la femme, je vais très bien, j'ai pas eu mal, voilà, c'est bon. Bien sûr qu'elle n'a pas eu mal et qu'elle va très bien, c'est sûr. Donc la vaccination a commencé, c'est pour ça que je vous dis, le temps que ça arrive à vous, à moi, le temps que ça arrive à moi, il y aura des millions de gens qui seront vaccinés dans le monde. Alors que je suis soignant et plus de 60 ans. C'est le gouvernement qui donne les consignes de vaccination et qui donne le tempo. C'est pas nous les médecins. Donc ne croyez pas que Donc vous avez le temps de voir. On a le temps de voir venir les choses. Oh là là, c'est à l'allure où on va aller. On a fait une photo d'un truc, d'un vaccin. Vous avez le temps de voir ce qui va se passer. Ne courez pas, tout va arriver. Donc et voilà, donc aujourd'hui, on a eu le dimanche la première personne dans un EHPAD, voilà, et disons, la première vaccination aura lieu, n'est pas obligatoire, elle est fortement conseillée, elle est symbolique, puisque pourquoi ils l'ont fait à Dijon? Parce que Dijon a été la ville la plus touchée aux premières vagues et à la deuxième vague. Alors, vous voyez, vous avez vu en Israël la vitesse à laquelle ça va. Je vous ai mis la photo du Rav Roth Lombroso, un bon ami à moi que je connais depuis des années et qui est un garçon intelligent. Il est réfléchi, il est heureux de faire le vaccin. D'ailleurs, tous les rabbins, ils ont dit il faut faire le vaccin. Ça m'étonne que les curés et que les muftis n'aient pas pris position sur la chose. Parce que ce sont quand même des gens qui dans l'opinion, comptent. Moi, je vois tous les grands rabbins d'Israël, ont donné quand même une consigne de se vacciner. Je sais pas si elle est bonne ou non, mais en tout cas, ils ont émis une opinion. Et il faudrait quand même que les instances religieuses des autres religions donnent aussi une opinion, parce qu'il y a des gens qui sont indécis, qui peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre, parce qu'ils suivent souvent les gens, ils suivent un mentor religieux, hein, donc voilà. Donc moi je vous ai vu la photo, il était content, mon copain Roth, il était très content, il a fait son vaccin, il est très content. Vous savez, de toute façon, je vais vous dire, l'OMS, elle va vacciner, elle a acheté je crois, des milliards de vaccins, l'OMS, parce qu'à part la France, il y a une association au sein de l'OMS qui s'appelle la COVAX,
La COVAX, c'est l'association qui va se charger de faire des vaccins dans 190 pays. Donc il n'y aura pas de différence entre les pays riches et les pays pauvres. Tout le monde va se faire vacciner. Enfin, je sais pas si en Afrique ils vont courir pour être vaccinés, vu la peu, surtout en Afrique centrale, surtout. Parce que vu le faible taux de Covid qu'ils ont, je sais pas s'ils vont courir pour se faire vacciner. Mais en tout cas, le COVAX, donc vous voyez, l'OMS, s'est chargé d'acheter, je sais plus combien de doses, 2 milliards de doses de vaccins. Donc, vous voyez, tout le monde va être vacciné. Donc, si vous voulu attendre, vous allez attendre et vous allez voir ce qui va se passer avec 2 milliards de doses de vaccins, de gens vaccinés, à la vitesse, ils vont aller sûrement plus vite que nous, qu'au moment où ça viendra chez nous, eh ben, je vais vous dire, on aura vu pas mal de réactions. Donc, vous voyez, il faut pas, le vaccin, ils sont là, ils ont commencé, et puis maintenant, ça va, quand arrivera votre tour, vous aurez le temps de voir ce que vous allez faire. Pour ce qui est des allergiques, il y a beaucoup d'allergiques, j'ai vu sur le groupe qu'il y avait beaucoup d'allergiques qui posaient la question, est-ce qu'il faut qu'on le fasse, est-ce qu'il faut qu'on le fasse pas. Moi, je vous donne les recommandations de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology, qui a publié les directrices en attention des médecins et d'autres prestataires concernant le risque de réaction allergique après la vaccination avec le coronavirus. Alors là, j'ai rigolé, parce que quand je vois cette recommandation, je crois que les allergiques, ils ont intérêt à ne pas le faire. Les recommandations de l'ACAAI, donc l'American College, sont conformes aux directives émises par le Center of Disease Control and Prevention. Plus précisément, les patients présentant une réaction allergique sévère après avoir reçu le premier vaccin ne devraient pas recevoir le deuxième vaccin. Voilà une belle lapalissade. Nous voilà bien. Si vous n'êtes pas mort au premier, vous allez mourir au deuxième. Donc les allergiques, surtout, je pense que vous avez intérêt à attendre et voir un peu ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas être plus clair sur les recommandations de ce comité, de l'American College of Allergy, c'est pas n'importe quoi. Si vous êtes allergique, je crois qu'il faut attendre et ne pas faire le vaccin, parce que si vous n'êtes pas mort à la première, vous mourrez à la deuxième. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle du tout, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même des réactions allergiques, donc méfiez-vous quand même les allergiques. Je lance l'alerte là pour les allergiques. Alors, aussi, il y a une chose aussi dont on parle. On dit, ce virus, pourquoi on se fait vacciner, c'est une grippette. Encore tout à l'heure, j'ai un copain qui m'a téléphoné, mais je m'en fous du virus, c'est une grippette. Mais comment vous pouvez dire que c'est une grippette? Comment vous voulez dire que c'est une grippette? Si on compare l'américain Ian Xumapa de Saint-Louis Healthcare System, donc un professeur de la ville de Saint-Louis aux États-Unis, il a fait une étude. Il a fait une étude en comparant les risques, en comparant 3000, le devenir de patients qui ont eu le Covid et le devenir de patients qui ont eu la grippe. 12 600 patients qui ont eu la grippe entre 2017 et 2019, parce que vous savez que cette année, il n'y a pas eu de grippe. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et de 3600 patients qui ont été admis en réanimation, qui ont eu de Covid. Ben, il a vu quand même que les gens qui avaient le Covid, ils ont fait plus de problèmes rénaux, ils ont fait plus d'insuffisance rénale, ils ont fait plus de déséquilibre de l'insuline, ils ont fait plus de septicémie, ils ont fait plus d'embolie pulmonaire, ils ont fait plus de thrombose des veines profondes, ils ont fait plus de problèmes cardiaques, ils ont fait plus de morts soudaines par arrêt cardiaque. Ils ont fait plus de fibromyélyse. C'est-à-dire que quand même, quand on compare, c'est pas une grippette. Si vous voulez, sur la moyenne, c'est une grippette. Mais quand vous l'avez, vous, c'est pas une grippette. Vous avez quand même beaucoup plus de chances de faire quelque chose de grave. Surtout si vous avez plus de 75 ans, surtout si vous avez une insuffisance rénale, surtout si vous êtes diabétique, surtout si vous êtes obèse, surtout si vous êtes de race noire. Vous avez beaucoup plus de chances de faire une complication grave. Ce n'est pas une grippette quand même, voyons, on a suffisamment pleuré nos morts. Comment les gens disent c'est une grippette? Encore cet après-midi c'est une grippette, mais comment on peut dire c'est une grippette? Ils n'ont pas vu les gens. Ils n'ont pas suffisamment pleuré les gens. Encore, c'est une grippette. C'est pas une grippette, c'est dangereux.
Mais c'est sûr que 80, qu'il y a 0,2. Eh oui, oui, mais c'est 0,02 qui meurt. Oui, mais c'est 0,02, ils sont importants pour nous. Je m'excuse. Quand c'est votre père, c'est votre cousin, votre frère ou votre oncle, eh ben, c'est important. Je m'excuse. 0,02%, mais quand ça tombe sur lui, eh ben, je m'excuse, c'est important. C'est pas, on peut pas passer outre et on peut pas passer comme ça. Alors, avant de terminer, je voudrais vous parler du dernier variant, là. Vous savez, le variant que je vous parlais de la semaine dernière, le dernier variant, là. Vous savez que ça a créé la panique. Je vous avais dit qu'il a sûrement touché la protéine S, parce que pour créer de panique, je vois pas ce que ça peut être autrement. Bon, je vois bien qu'il soit plus contagieux. Vous savez qu'Israël a de nouveau confiné. Pierre Zeytoun nous a dit, je l'ai vu à la plage tout à l'heure, il m'a dit, ce soir on est en confinement, les Israéliens ont confiné, les mesures sont très strictes, il y a un confinement total, on peut pas se déplacer à plus d'un kilomètre, tous les commerces sont fermés, les restaurants sont fermés, on peut faire que livrer. Le Japon, il va arrêter les entrées des étrangers non résidents. Il n'y a plus aucun étranger non résident sur son territoire. Toute nouvelle arrivée sera annulée. On peut plus aller au Japon. On a trouvé des cas de contamination du nouveau variant. Plusieurs pays européens se reconfinent. Dès Noël, l'Autriche, l'Écosse, l'Irlande du Nord. De nouvelles restrictions draconiennes, limitation, interdiction des contacts sociaux. Donc vous voyez, de nouveau, avec ce nouveau virus, la deuxième pente, la deuxième courbe pic n'était pas fini, que voilà qu'on repart. Qu'est-ce qui va se passer en France? Vous savez, en France, on suit un mois les Israéliens. Dans un mois, dans le 25 janvier, on va être reconfiné, ou février. Mais obligatoire, c'est mathématique. Il va y avoir une troisième vague. J'espère seulement qu'elle sera un peu moins forte, c'est tout. Parce que cette deuxième, elle veut pas en finir et elle est forte. Alors, quel est-il? On a identifié, vous savez, on a trouvé ce nouveau virus en France. On l'a trouvé chez un patient à Tours. Ce nouveau variant anglais. On l'a trouvé à Tours. C'est un résident londonien, en fait. Il est arrivé de Londres le 19 décembre, et en fait, c'est un patient qui est asymptomatique, très peu de symptômes. Il a fait un prélèvement, et on a trouvé que c'est la nouvelle. Le laboratoire avait un doute sur l'origine de ce virus. Il a transféré le prélèvement au Centre national de référence du virus, et là, ils se sont aperçus que c'était un virus. Donc, on sait maintenant que le nouveau virus est en France, et on sait qu'il va se propager. Et donc, on sait que ça va se propager, donc les Français, ils s'attendent très bien. Mais il n'y a pas qu'en France où ce nouveau virus va se propager. Alors aujourd'hui, ce patient se porte bien, il est à l'isolement, il est surveillé par tout le monde, les autorités sanitaires, les contact tracing, on isole tout son entourage, et voilà. Et donc voilà, c'est comme ça, et il est arrivé en France, mais il n'est pas arrivé qu'en France, puisqu'il est arrivé dans tous les pays, il est partout, hein, je crois je crois qu'il y en a en Suède, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a au Liban, il y en a partout. Donc en fait, maintenant qu'on va le chercher, on va le trouver de partout. Et en Italie, en Suède, en Espagne, au Liban, voilà. Donc en France aussi, il va... Alors, est-ce que ce nouveau virus est inquiétant? Moi, je pense qu'il est préoccupant. Je vous l'avais dit la semaine dernière qu'il était préoccupant pour deux raisons. La première, ils disent qu'il se propage plus vite. C'est vrai que s'il se propage plus vite, il va entraîner plus de malades, donc il y aura plus de problèmes avec les patients. En réanimation, il y en aura plus en proportion. Tout ça sera beaucoup plus important. Et puis, le deuxième problème, c'est que... s'ils disent Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qu'est-ce qu'il a dit? Si ce variant commençait à devenir prépondérant, on serait très embêté pour avoir un contrôle durable du virus. Vous savez que Boris Johnson a dit la semaine dernière, l'épidémie n'est plus sous contrôle, tellement qu'elle se développe vite, le truc. Mais l'autre préoccupation, c'est le vaccin. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est la préoccupation la plus importante. Il semblerait quand même que cette protéine S a été touchée, et que cette protéine S a été touchée parce qu'avec ces 22 mutations au niveau de la protéine S. Alors, c'est sûr que c'est embêtant et que que ça peut embêter le devenir du vaccin. Mais
vous savez, le vaccin, le virus, il mute. Et comment il va mourir, le virus? À force de muter, il va perdre de sa résistance. Plus il rentre dans l'homme, plus il trouve de résistance et plus il va changer. Et pourquoi il a changé là? Pour entrer plus facilement dans l'homme. Mais si on a de la chance, il va muter, et un jour, peut-être qu'il va devenir inopérant, parce qu'il aura tellement changé que la protéine S va se transformer en quelque chose d'inopérant et il ne pourra plus ouvrir la clé la clé de la cellule humaine. Parce que vous savez, je vous ai toujours dit, la protéine S c'est la clé, la serrure c'est la protéine HEC, je me rappelle plus. Bon. Et donc, c'est la clé qui ouvre cette porte. Si la protéine S change beaucoup, peut-être qu'elle pourra plus ouvrir la clé, la serrure. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que du mal va arriver de bien. On sait pas. Peut-être que c'est ça qui va faire que plus elle mute, plus dur, parce que le virus, à force de muter, il va mourir. Parce à un moment, il va perdre de sa virulence, il va transformer une protéine, et cette protéine, en se transformant, elle ne pourra plus rentrer dans la cellule humaine. Donc pour l'instant, ça rentre encore plus vite, mais peut-être que c'est la première étape vers la disparition de ce virus. Donc vous voyez que cette semaine, je suis plus optimiste que la semaine dernière. Mais quand même, c'est tellement important que l'Amérique a mis l'armée quand même dessus. Des chercheurs de l'armée américaine analysent la nouvelle variante de coronavirus, la nouvelle variante au Royaume-Uni, qui semble se propager plus rapidement, et étudiée par des scientifiques militaires américains pour déterminer si elle pourrait être résistante au vaccin. Donc vous voyez ce que je vous avais dit la semaine dernière, et je vous avais dit tout de suite cette histoire. Dès que j'avais vu la réaction des gens des pays, j'avais dit mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il doit y avoir un problème au niveau de la protéine S. J'avais raison, donc la semaine dernière, j'avais raison, je vous avais alerté et mon alerte était juste, puisque effectivement, vous voyez que même l'armée américaine, mais c'est bien que l'armée américaine, vous savez qu'aux États-Unis, l'armée américaine, c'est la meilleure. Vous savez que dans tous les pays qui ont réussi, c'est l'armée qui a réussi. En Allemagne, c'était l'armée, en Amérique, bon, ils n'ont pas réussi, mais s'ils mettent l'armée, c'est que vraiment ça vaut le coup d'être fait, et donc ils vont mettre des milliards et ils vont chercher, ils vont répondre à la question de ce vaccin, parce que c'est la question clé. Cette protéine va-t-elle modifier l'effet du vaccin? Donc voilà les recherches, on commence à se faire aux États-Unis, donc j'avais raison de vous prévenir sur cette histoire-là. Voilà, comme il est 19h57, je voulais juste terminer pour vous parler de l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, on a dit, ils sont super, ils sont très forts, ils ont mis l'armée, ils ont des trucs, ils ont gagné. Ben non, ils n'ont pas gagné. Et ben maintenant, c'est à eux de passer dans la vague. Ce virus est terrible, ce virus est incompréhensible, ce virus est énorme. Donc vous allez voir, vous voyez que l'Allemagne, qu'on avait dit, ils ont été... Donc on peut pas en vouloir à nos gouvernants. Là aussi, le complotisme, on peut pas en vouloir. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tous les pays ont eu des morts, tous les pays ont mal géré, tous les gouvernements se sont trompés. Personne n'a eu de raison par rapport à ce Covid. Il est pernicieux. Il nous a tués. Il est terrible. Oh, tout le monde s'est trompé. Regardez l'Allemagne, qu'on disait là-bas, Merkel. Voilà, 992 morts en une journée. Ils sont arrivés aux 1000 morts comme nous tous les jours. Il a enregistré un record quotidien de décès, ça fait de la peine, mais je dois vous le dire, pour vous dire que, vous voyez, les Allemands, ils sont à 30 000 morts, les Allemands. 30 000 morts, donc vous voyez, on avait dit, ils se sont bien défendus, elle a mieux géré. C'est vrai que la première vague, ils l'ont très bien géré, mais la deuxième vague, ils n'ont pas su la gérer. Pourquoi? Parce que le virus était trop fort, la vague était trop forte. Nous, on a eu une première vague forte, une deuxième vague forte. On était dans l'œil du cyclone à chaque fois, et ben voilà. Et ben, la chancelière Merkel qui avait dit on va ouvrir, ils ont ouvert, ils faisaient pas beaucoup de confinement, et ben ils ont fait comme les autres, ils sont résolus à durcir les mesures, fermer les commerces, ils ont limité les périodes d'achat de Noël. C'est affreux, la SAC c'est un pays particulièrement touché. Plus lourd bilan, il y a 57 morts pour 100 000 habitants dans la SAC. C'est énorme. Dans la ville de Zito, aux frontières de la Pologne République, elle a annoncé mardi soir que son crématorium était débordé et avait dû libérer des espaces supplémentaires pour conserver les cadavres. Donc vous vous rendez compte? Ils en sont arrivés comme nous on a vécu ça en mars. Vous vous souvenez, ils ont fait la morgue à Rungis, c'est à Nanterre, et on voyait ces cercueils les uns à côté des autres. Ben, en Allemagne, ils sont là, malheureusement.
Et malheureusement, ils en sont là. Ben, ils ont commencé aussi les vaccinations, ils ont commencé, et puis voilà. La première qui a été vaccinée, 101 ans. Bon, elle risque rien, vous savez, si on a vraiment pris le vaccin, 101 ans, que Dieu la garde encore 10 ans, mais bon, vous voyez, ça n'a pas été terrible. Donc voilà, cette vidéo se termine ce soir. Je voulais vous faire ce point sur ce truc. Il y a, comment il s'appelle, Rudy qui m'a fait remarquer que j'ai dit tout à l'heure, la race nous pose aussi les points de risque avec la race noire. Vous savez, c'est le terme qu'utilisent les Américains, c'est pas un terme, parce que moi je prends souvent des revues américaines. Quand ils disent chez eux, ils parlent comme ça, ils disent la race noire, c'est la race africaine, mais bon, je pense que vous avez compris que c'était pas une question de racisme et que c'était juste une manière de parler des médicales où on dit la race caucasienne, la race noire, voilà, la race asiatique, voilà, c'était pas du tout une péjoratif au point de vue raciste, mais voilà, Ruti me l'a fait remarquer, il a été choqué par ce terme, donc je m'en excuse, mais c'est un terme qu'on utilise en médecine, surtout les Américains, et donc voilà, la race africaine, et voilà, puisque comme ça je corrige ce truc. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, de ce complotisme. J'avais plein d'autres choses à vous dire aujourd'hui, mais vous me suis laissé emporter par cette histoire de complotisme. Mais je pense que c'était le moment de le faire. Je pense que j'espère que vous avez passé un bon Noël. Je vous souhaite maintenant un bon réveillon, une belle nouvelle année, et une bonne fin d'année déjà. Je vous souhaiterai la nouvelle année dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Essayez de trouver du plaisir, essayez de trouver du partage, essayez de vous amuser. Et il faut quand même qu'on s'amuse. Malheureusement, je pense qu'on va pas beaucoup s'amuser. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis la phrase pour terminer. Ensemble, nous sommes plus forts. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.